Bienvenue si vous nous rejoignez sur Canal 3 Bénin. Toutes nos excuses pour ce petit retard de quelques minutes. Dans les titres, ce vendredi, politique avec la rencontre entre Patrice Talon et le groupe parlementaire l'Union progressiste Le Renouveau. Les responsables et porte-voix du parti étaient face à la presse ce vendredi. Leur position d'étape au sujet de la relecture du code électoral et la constitution à suivre dans ce journal. À suivre également cette descente du ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines jeudi, une visite des chantiers d'adduction d'eau dans la commune d'Abomey-Calavi. L'autorité s'est rendue sur les sites de zones industrielles de Glodjibé, de Panrou, Zinvier, Aconville et de Toba. Le point dans un instant. Dans le septentrion, le terre-plein central qui sépare la chaussée de la route Djougou-Bassila, objet de toutes les critiques ces derniers temps, réalisé il y a plusieurs décennies, ce séparateur de la chaussée n'a été purement et simplement écarté par l'entreprise Ebomaf qui a repris les travaux du bitumage de cet axe routier. Les voix se lèvent pour dénoncer mais aussi fustiger cette position de l'entreprise qui n'a pu combler les attentes des populations de Djougou. Voilà pour le programme de ce soir. Bonsoir à toutes et à tous. Le parti Union progressiste Le Renouveau était face à la presse cet après-midi après sa rencontre avec le chef de l'État, Patrice Talon, le groupe parlementaire et les membres de cette formation politique ont fait savoir leur position d'étape au sujet de la relecture du code électoral, mais aussi la révision constitutionnelle. La déclaration est lue par le président du groupe parlementaire Union progressiste Le Renouveau, l'honorable Nathan Deaki. Pour le groupe parlementaire UP Le Renouveau, premièrement, l'Assemblée nationale tenant de la Constitution le pouvoir législatif, elle l'a toujours exercé à chaque période qui précède les élections pour modifier le code électoral et améliorer la qualité du système électoral. L'invitation de la Cour ne prive donc pas la représentation nationale à réexaminer d'autres dispositions du même code en vue d'en améliorer la qualité. En deuxième point, pour ce qui concerne la décision dont le dispositif est rappelé plus haut, la question est de savoir dans quel sens modifier les dispositions relatives au parrainage pour rétablir l'égalité entre les titulaires du pouvoir de parrainer dans le respect de l'esprit de la réforme constitutionnelle ayant abouti à l'établissement de l'année électorale. Troisième point, s'il est vrai que chaque député membre du groupe parlementaire UP Le Renouveau est à son propre titre intéressé à parrainer les prochains candidats au duo président de la République et vice-président de la République, la réponse doit satisfaire l'impérieuse nécessité de la légitimité politique et de la légalité constitutionnelle des titulaires du pouvoir de parrainer. Quatrième point, l'égalité à rétablir doit l'être aussi bien entre les maires, tel que dit la décision de manière explicite, mais aussi entre les députés et les maires. Cinquième point, sous cette double observation, s'il est retenu que les députés en exercice parrainent en l'état de la législation, la perte de la légitimité politique pour ceux qui ne seraient pas réélus serait manifeste, comme il en serait ainsi des maires en exercice dont le pouvoir de parrainer serait maintenu. Sixième point, s'il est retenu que seuls les maires issus des élections communales et municipales de 2026 seront admis à parrainer, la rupture de l'égalité avec les députés en exercice serait également une tâche dans le dispositif. Septième point, les corrections appelées devraient permettre de régler à la fois la question de l'égalité et l'apostrophe, la question de la légitimité politique et la question de la légalité. Et ici, il n'y a pas d'apostrophe. Huitième point, le groupe parlementaire est disposé à examiner toute solution et tout mécanisme qui satisfont à la triple condition de la légalité, de l'égalité
et de la légitimité. Et puis cet élément, je vous le disais dans mes titres, le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines a effectué jeudi une visite des chantiers d'adduction d'eau de la commune d'Abomey-Calavi. L'autorité et sa délégation se sont rendus sur le site de la zone industrielle de Glodjibé, de Panrou, de Zinvier, d'Arconville, mais aussi de Toba. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la réalisation du programme d'action du gouvernement. Le point avec Hugues Vingbe et Dekomlan Oupavi. Zone économique spéciale de Glodjibé. C'est ici que démarre la tournée du ministre en charge de l'énergie dans la commune d'Abomey-Calavi. Dès leur arrivée, une présentation globale de l'espace industriel a été faite aux officiels par le directeur de la Société d'investissement et de promotion de l'industrie, Sifi Bénin. Juste après, la délégation ministérielle s'est rendue aux stations de forage de la SONEB installées sur le site. Occasion pour le ministre d'apprécier la qualité des travaux effectués, dont la finalité est d'approvisionner la zone en eau potable. Ce matin, nous démarrons ici une tournée nationale par rapport donc au programme eau potable en milieu urbain comme rural. Donc on a voulu commencer par Glodjibé, où nous avons réalisé donc des travaux pour toute la zone. Et vous avez pu voir avec nous que les travaux sont terminés, réceptionnés depuis le mois d'octobre dernier, et tout est en place donc pour que la zone soit donc à l'abri de tous les problèmes d'eau. Samou Seydou Adambi a profité de sa présence à la GDZ pour visiter quelques unités de production. J'ai été impressionné par la taille de l'usine qui est en cours d'installation et presque achevée et qui normalement d'ici le mois d'août devrait pouvoir démarrer dans la fabrication des carreaux que nous importons jusqu'ici, ici sur place, et rien qu'avec nos matériaux locaux. Nous avons pu voir ensemble avec vous également tout ce qui est domaine réservé donc à la filature et même au tissage par l'unité par laquelle nous avons fini. Direction Panrou pour constater l'évolution des travaux de mise en place d'un système d'alimentation en eau potable multivillage. Ce chantier, dont la société Agir et ses partenaires ont la charge, permettra à terme de fournir de l'eau potable à plusieurs villages de l'arrondissement de Zinvier. S'en est suivi la visite d'une station de pompage d'eau du même arrondissement et celle du site d'Arconville. Cette tournée ministérielle s'est achevée à Toba, où sont en cours des travaux dans le cadre de la phase 3 du projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable de la ville d'Abomey-Calavi et ses environs. Nous sommes en train d'aller presque vers la fin de la couverture totale de la commune de Calavi, qui est la plus grande de notre pays. Et au terme de ces travaux, et la quatrième phase qui va venir donc dans la zone d'Adjagbo, on aura fini ici avec Calavi pour impacter environ 1 million de personnes. Je pense que ceux qui étaient de la partie pouvaient se rendre compte aussi que nous tenons le pari de l'accès universel à l'eau potable dans les années à venir, de toutes les façons, avant le thème fixé, largement avant le thème fixé par les Nations Unies. Les autorités communales et départementales apprécient et lancent un appel aux populations. On a constaté que tout ce qui est là, c'est pour éradiquer les maladies hydriques. Ça c'est ce qui battait le plein avant. Quand tous ces ouvrages seront terminés, ces maladies seront éradiquées à jamais. Ce que je voudrais demander aux populations, c'est qui sentent déjà les choses, qui sentent déjà donc l'impact, je veux dire, même au-delà des effets, l'impact donc de ce qui se fait, de leur demander d'être assez patients, puisque les choses sont à la phase 3, c'est lancé. La phase 4 permettra de boucler toute la commune et je crois que on aurait, n'est-ce pas, en ce qui concerne l'eau, réalisé un fondamental. Conformément au programme d'action du gouvernement, l'accès universel à l'eau potable devrait être atteint en 2026. Cette tournée est la première d'une série qui couvrira toute l'étendue du territoire national.
Africa Global Logistique, opérateur logistique multimodal de référence en Afrique et nouvelle marque au Bénin depuis 2023, a été présenté aux acteurs portuaires mercredi à Cotonou, filiale de AGL Group. C'est une entreprise spécialisée dans la conciliation maritime, commissionnaire agréé en douane, mais aussi qui offre à ses clients des solutions maritimes et aériennes, import, export, ainsi que des solutions logistiques sur mesure. Le point de la soirée de présentation de la marque avec William Sanusi. La nouvelle marque AGL, entendez Africa Global Logistique, est présentée au cours de cette soirée organisée ici à l'hôtel Novotel de Cotonou. C'est depuis le 30 mars 2023 que l'entreprise AGL Bénin, filiale de AGL Group, opère dorénavant sous le nom de AGL. Ceci avec la concrétisation de la cession de la branche africaine de Bolloré Transport et Logistique, en plus de celle du Timor et d'Haïti, à l'armateur italo-suisse MSC, compagnie maritime et logistique de premier plan. AGL est l'opérateur logistique multimodal, portuaire, logistique, maritime et ferroviaire de référence en Afrique. Grâce à son expertise développée depuis plus d'un siècle et à plus de 23 000 collaborateurs mobilisés dans 49 pays, AGL fournit à ses clients africains et mondiaux des solutions logistiques globales, sur mesure et innovantes avec l'ambition de contribuer de façon durable au développement de l'Afrique. Au Bénin, AGL emploie près de 1000 personnes à travers 4 filiales qui déploient leurs activités dans les secteurs logistiques et maritimes, notamment la conciliation, la manutention et le transit. Spécialiste de la logistique de bout en bout, AGL Bénin assure le transport, le stockage, l'entreposage et la livraison des marchandises à partir du port de Cotonou. Bénin Terminal est une filiale de AGL au Bénin et opérateur du terminal à conteneurs du port de Cotonou. C'est également l'acteur majeur dans la manutention des conteneurs au port de Cotonou, avec 98% de part du marché. AGL Bénin bien sûr, et puis Bénin Terminal, l'opérateur économique du port de Cotonou. Nous nous inscrivons dans cette dynamique qui est celle empreinte depuis maintenant un certain nombre de mois, voire d'années, du développement portuaire de la place portuaire de Cotonou. Et puis nous comptons nous inscrire totalement dans cette dynamique d'expansion, de croissance, au travers de toutes nos filiales, Bénin Terminal et évidemment AGL Bénin. Pour être fluide, on a besoin de l'infrastructure, on a besoin des procédures, on a besoin des partenaires. AGL est un des partenaires dans le port qui gère vraiment la passation des marchandises physiques. Mais AGL est là comme partenaire physique qui est très fiable et performante dans le port, avec des équipements quand même très à jour, avec un réseau énorme. Et avec ce réseau, il nous aide beaucoup dans le port, mais au final, pour le clientèle du port, ça veut dire le pays et les pays autour de nous. AGL Bénin, filiale experte dans le transport multimodal et la logistique, est spécialisée dans plusieurs domaines d'activité. Transport, logistique, douane, transit, shipping. L'acquisition de la marque AGL vise à diversifier l'activité de la famille MSC en Afrique. Le nouvel ensemble ainsi constitué des réseaux des groupes MSC et AGL permettra de mieux répondre aux besoins des clients et de les accompagner dans leur plan de croissance sur l'ensemble du continent. L'Académie nationale des sciences, arts, lettres du Bénin réfléchit sur la problématique de l'éthique dans l'enseignement supérieur, mais aussi la recherche scientifique. Les chercheurs questionnent la pertinence de la démultiplication de certains travaux de recherche issus des laboratoires, ceci dans le but d'épargner complètement l'humanité de ces dérives des percées de la technologie dans tous les domaines. L'ouverture du colloque avec Judical William Clécan. Doit-on continuer par faire la science sans conscience de la science? À cette question, différents éléments d'appréciation relevant de diverses disciplines vont être apportés au cours de ce colloque scientifique. Il est organisé par l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin. Les réflexions s'accentuent sur l'humanisme de l'activité scientifique en interrogeant la place de l'éthique dans l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Qu'on va concilier ces qualités morales
avec la passion effrénée de produire et de partager des connaissances dans un contexte de complexité et de productivité accrue face aux besoins de plus en plus exigeants d'une société de consommation. Les réponses à ce questionnement ne peuvent être réfléchies que collectivement dans une approche d'interaction disciplinaire. À la manœuvre de ces échanges, la Commission permanente éducation et éthique de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin. 11 communications sont prévues au total, dont 6 au programme de cette première journée. Biologistes, juristes, médecins, anthropologues et universitaires de plusieurs autres disciplines vont conduire et mener ces discussions. Les questions d'éthique posées par les produits de la science et sa propre dynamique sont très importantes et constituent des défis aussi bien à l'activité scientifique qu'à l'humanité entière. On a l'impression que de plus en plus la machine remplace l'homme. Et comment contrôler cette machine? Est-ce qu'à un moment donné, elle-même ne sera pas incontrôlable? Est-ce que toute recherche qui aboutit à un résultat mérite d'être vulgarisée? Est-ce que tous les produits de la recherche méritent d'être démultipliés? Les conclusions de ces 2 jours de travaux sur l'éthique dans la recherche vont permettre d'aboutir à un système de valeurs devant guider, telle une boussole, l'activité scientifique au Bénin. Et maintenant, dans le monde des médias, le comité de facilitation et de valorisation de la carte de presse était dans l'après-midi d'hier au cabinet du préfet du littoral Alain Sourouronla. Michel Aounou, président du comité, et sa délégation sont allés plaider pour l'utilisation judicieuse de la carte de presse par les professionnels des médias conformément aux dispositions de la loi organique relative à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Je vous invite ici et maintenant à suivre le président du comité de facilitation. Il ne sert à rien de rester à distance pour estimer que les autorités n'ont rien fait, mais ceux qui ont intérêt à ce que les dispositions relatives à la carte de presse soient effectivement appliquées, c'est nous. Donc nous nous sommes organisés, nous avons dit, nous allons faire la démarche auprès des autorités pour solliciter votre appui, votre collaboration et votre soutien à l'initiative. L'initiative, c'est quoi? Lorsque nous quittons la loi 2015, dont je vous ai fait cas, que vous connaissez très bien d'ailleurs, vous avez la loi organique relative à la HAC, la 2022-13 du 5 juillet 2022, qui, à l'article 11, a indiqué que c'est la HAC qui délivre la carte de presse, ce qui a été fait. Ça porte la signature du président de la HAC, Rémi Prosper Moretti. Alors, après ça, vous avez une décision qui a été prise par la HAC. Le 26 avril 2013, c'est la décision portant réglementation de la carte de presse. En réalité, la commission technique de la carte de presse qui étudie les dossiers fonctionne sur la base de cette décision pour étudier les critères, les pièces à fournir, le nombre d'années d'expérience, les diplômes professionnels, les diplômes académiques. Tout ça, c'est dans cette décision. Cette décision est rendue depuis 2013 et c'est cette décision qui est encore en vigueur. Et c'est sur la base de cette décision que les dossiers ont été étudiés et les cartes ont été attribuées. Au chapitre 7 de cette décision, l'institution de régulation des médias a indiqué les avantages liés à la détention de la carte de presse qu'elle délivre. À savoir, par exemple, que lorsque le journaliste est détenteur de la carte de presse, qu'il a droit d'accès aux sources publiques d'information. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un se présente à la préfecture ici et qui se présente comme journaliste, si les cadres ou bien les services compétents n'ont pas la preuve qu'il est détenteur de la carte de presse, ce n'est pas possible. Mais s'il a la carte de presse, la loi dit qu'on doit lui faciliter l'accès à l'information. Qu'est-ce que nous constatons, monsieur le préfet? Nous constatons que les gens préfèrent donner plus de force à des badges signés par des simples comités d'organisation d'événements pour interdire à des journalistes qui sont détenteurs de la carte de presse d'avoir accès aux lieux publics. La même décision dit que pour ce qui concerne les services de maintien d'ordre, que la police doit pouvoir avoir un regard bienveillant
vis-à-vis des journalistes qui sont dans la carte de presse dans le cadre de l'exercice de leur métier, il suffit qu'ils se présentent et que de façon vraiment courtoise, qu'ils disent qu'il est journaliste et qu'ils donnent la preuve qu'il est journaliste. Et dès qu'il fait la preuve qu'il est journaliste, les forces de défense et de sécurité qui sont sur les lieux doivent lui faciliter l'exercice de sa profession. Parce qu'il nous est revenu plusieurs fois qu'il y a eu des accrochages entre journalistes et policiers. La même décision dit, point 4, ça, je pense qu'il y a peut-être d'autres. Ça parle de la prise en charge sanitaire. Ça peut ne pas forcément relever de vos pouvoirs ici, mais c'est bon de vous le faire savoir que lorsqu'un journaliste qui détient la carte de presse a des ennuis de santé, que dans les services publics de santé, il soit pris en charge à hauteur de 70%. Monsieur le préfet, vous avez été ministre de la Communication, vous connaissez déjà nos problèmes. Aucune de ces dispositions n'est appliquée à ce jour. Et les journalistes travaillent dans ces conditions. Nous nous sommes dit, nous allons faire la démarche qu'il faut pour solliciter votre appui, pour que vous puissiez nous aider à ce que les tests sont prévus soit effectivement mis en œuvre. Autre volet de l'actualité, direction le Septentrion, précisément Djougou, la cité des Cotonis. Le terre-plein central qui sépare la chaussée de la route Djougou-Bassila, objet de toutes les critiques ces derniers temps. Réalisé il y a plusieurs décennies, ce séparateur de la chaussée n'a été purement et simplement écarté par l'entreprise Ebomaf qui a repris les travaux de bitumage sur cet axe routier. Les voix se lèvent pour dénoncer mais aussi fustiger cette entreprise qui n'a pu combler les attentes des populations de Djougou. Alassane Arona, Abdou Savid Ressou. C'est le visage que présente le terre-plein central de la route Djougou-Bassila, en plein cœur de la cité des Cotonis, à Takora et Nyora, sur la route nationale inter-État 3. Un séparateur central affaissé, désagrégé, comme c'est le cas ici au rond-point de Taïfa et Sabari. Pourtant, l'infrastructure venait à peine d'être reprise par l'entreprise Ebomaf. Une entreprise qui, au dire des populations, aurait omis la reprise des travaux du terre-plein central, objet de plainte. On est totalement remonté. Toute la population de Djougou est franchement remontée. La voie est prête à être livrée. Nous sommes là un beau matin, on a vu les pousses de peinture, on a vu comment les gens... nous, on s'attendait à ce que au moins les terres pleins soient aménagés en hauteur et en listing. Mais ce n'est pas du tout ça. Pour l'histoire, il faut reconnaître qu'on a trop souffert par rapport à cette voie. On est en train de constater que c'est un sabotage orienté contre l'artisan hors pair de luxe, l'artisan hors pair du beau. On voit la différence. Nous avons vu comment c'est du beau, c'est des sachants et c'est des connaisseurs. C'est des gens du goût qu'ils font. Ce que nous voyons aujourd'hui qui est véritablement déplorable, c'est la situation actuelle de ce trottoir. Vous avez vu l'entreprise Ebomaf qui est en train d'enjoliver la voie des deux côtés. Vous quittez le rond-point central pour aller jusqu'à la sortie de la ville. Le minimum, c'est 2 km. Ils sont en train d'enjoliver. Entre-temps, ils étaient venus. C'était un surfaçage qu'ils ont fait. Nous, on avait cru que c'était Jean Sol Cima. Ce qui fait pleurer aujourd'hui, c'est que c'est un projet qui a commencé depuis le temps de l'ancien régime. Les travaux de rebitumage de la voie Djougou-Savalou. Au-delà du terre-plein central, la qualité de la chaussée et des bordures est sujette aux critiques. Toutes les voix s'élèvent pour dénoncer la façon dont les travaux ont été exécutés par cette entreprise, dont l'expertise dans le domaine du BTP n'est plus approuvée. Les travaux de bitumage qu'a mené l'entreprise Ebomaf à Djougou, sincèrement, il n'y a pas pire travail bâclé que ce qu'ils ont fait. Le travail est fait, inachevé, et ils sont en train de faire des finitions. Alors que, si vous regardez derrière moi, ici, il devait être bitumé jusqu'au niveau du pont là, jusqu'au niveau du caniveau. Mais ils ont abandonné ça. Puis encore, au niveau des trottoirs, tout est dégradé. En temps normal, les trottoirs là devaient être rétablis, réfectionnés et mis au point avant de faire les travaux de finition.
Actuellement, les peintures qu'ils ont passées, les traits qu'ils ont passés sur le goudron, vous allez voir que c'est déjà sale. Tout simplement parce que les trottoirs sont sales, le sable qui est là-dessus est déversé sur les chaussées et rien ne va à Djougou pratiquement. Nous montons au créneau pour dire tout haut ce qui grogne, ça hagne et ce n'est pas normal. Nous, avec le régime de talons, vraiment c'est la lune de miel. Nous savons qu'il y a beaucoup de choses qui nous sont promises et ça se réalise. Maintenant, dans l'application, dans la réalisation, on n'accepte pas que nous, bénéficiaires, on nous prenne pour des dupes. Selon le président UDECODE Alafia, cet état de choses contraste bien avec l'ambition du président Talon, engagé pour la modernisation de la voirie urbaine. Face à cette situation, il tire la sonnette d'alarme. Alors, qu'est-ce que Djougou a fait pour mériter ça? Quelque part, il semblerait qu'il y a des gens qui participent, il y a des gens qui participent au boycott, les gens qui cherchent des boucs émissaires pour jeter du discrédit sur ce régime qui n'a fait que bien faire jusqu'ici. Alors à ceux-là, on ne peut pas permettre de nous prendre comme des boucs émissaires. Ce n'est pas possible. Il faut que ça soit repris. Ce trottoir-là, il mérite à être non seulement reconstruit, mais aussi revoir la qualité des choses. Vous voyez les lampadaires publics, par exemple. Un peu devant là, à 500 mètres, vous allez voir les poteaux qui sont tombés et c'est devenu un danger public. L'état physique de ce terre-plein central, faut-il le souligner, favorise la circulation à contresens de certains conducteurs indélicats au mépris des prescriptions du code de la route, avec à la clé des accidents de tout genre. De Djougou, on atterrit directement à Porto Novo, la capitale, après avoir rénové les places traditionnelles Vaudon, la promenade lagunaire et ses voies d'accès dans le premier arrondissement de Porto Novo. Le projet dénommé Porto Novo Ville Verte s'est intéressé maintenant au secteur agricole. À ce niveau, il a renforcé les capacités des membres de la plateforme multi-acteurs et les a dotés de matériel pour leur faciliter la production agricole. Regardez. 20 arrosoirs, 20 brouettes et 2 motos tricycles toutes neuves, gratuitement offerts aux agriculteurs, éleveurs et pêcheurs exerçant dans les zones en bordure de la lagune de Porto Novo. Cet acte de grande générosité est accompli par le projet Porto Novo Ville Verte qui, après avoir aménagé la promenade lagunaire et ses voies d'accès, est venu en appui aux producteurs agricoles de cette zone, aussi bien sur le plan technique que matériel. Pour la réalisation du projet Porto Novo Ville Verte, il a été fortement souligné l'accompagnement des producteurs pour maintenir les activités génératrices de revenus qui sont pratiquées essentiellement dans la zone. Donc c'est dans ce cadre que des formations ont été organisées à l'intention des producteurs. Et aujourd'hui, nous avons dit que cette formation ne serait concrétisée sans la mise à disposition de ces producteurs un certain nombre de matériel. Et on estime qu'avec ça, ils pourront quand même améliorer leur production. Nous avons commencé par les formations pour que les pratiques qui ont cours sur le terrain soient des pratiques qui soient compatibles avec la préservation de l'environnement. Et lorsque nous avons fini avec ce volet de formation, nous avons pensé qu'il faut renforcer la capacité de la plateforme toujours. Et c'est pourquoi, après les formations, après la préservation de la zone qui est dédiée à l'agriculture urbaine, ce soir, le projet a prévu qu'on remette du matériel aux organisations de cette plateforme, toujours pour les renforcer. C'est une façon de leur dire, continuez de mener vos activités dans les zones inondables et que ça ne soit pas des constructions en béton. Continuez avec des activités qui sont compatibles avec la préservation de l'environnement. Et pour cela, on vous a formé, on vous donne du matériel. Ce soutien du projet Porto Novo Ville Verte vient soulager les peines de ces producteurs dans leurs activités quotidiennes. Pour cette raison, ils ont témoigné de leur reconnaissance vis-à-vis des responsables de ce projet. Nous avons reçu du matériel pour multiplier encore les actions que nous avons commencées depuis plus d'une quinzaine d'années en matière d'agriculture au niveau de la ville. Donc, je remercie le coordonnateur, je remercie le maire de la ville, je remercie les bailleurs,
Je remercie tous ces jeunes de l'équipe. Ils ont été vraiment tenaces. Moi, je pense que c'est un plus pour le développement local. À travers cet accompagnement aux producteurs agricoles de sa zone d'intervention, le projet Porto Novo Ville Verte aura ainsi prouvé qu'en plus de l'adaptation de la ville au changement climatique, l'épanouissement économique de la population est au cœur de ses actions. Décédé le 15 janvier dernier, le baobab de la presse béninoise Jérôme Carlos a été conduit jeudi à sa dernière demeure. C'était après une messe d'adieu dite en la cathédrale Notre-Dame de Porto Novo, où parents, amis, mais aussi de nombreuses personnalités lui ont rendu les derniers hommages. Regardez. Un grand hommage à un grand homme de la presse béninoise. Jérôme Carlos a reçu tous les hommages et honneurs ce jeudi matin à la cathédrale Notre-Dame de Porto Novo. Une cérémonie marquée par la présence des parents, amis, de diverses personnalités et de nombreux hommes des médias. Lorsque depuis une vingtaine d'années, j'ai pris plaisir à écouter ces chroniques hebdomadaires, je découvris la personnalité d'un homme épris de justice, de vérité et de paix, qui voulait, à travers un style toujours chatoyant, modeler la pensée et les comportements de ses concitoyens. À le lire ou à l'entendre, on ne peut ne pas être conquis par une conviction sur l'homme. Il est cultivé. Sa simplicité et sa discrétion n'avaient pourtant d'égal que la précision de sa pensée et la justesse des mots choisis pour la traduire, dans le respect des autres et le souci constant de servir notre nation et son développement. Qu'il repose maintenant en paix. Historien, écrivain, athlète et journaliste béninois, Jérôme Carlos a été un homme de culture. Et pour ceux qui l'ont connu, ils retiennent de lui la marque d'un journaliste engagé et exemplaire. C'est un grand baobab qui vient de tomber. Et nous serons privés de ces éditoriaux et de ces réflexions. Et c'est un symbole, comme je me plais à le dire, il est pour moi un modèle. Il est plus jeune que moi, mais un ancien peut avoir un jeune pour modèle. Parce qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. C'est un homme de paix, un homme rigoureux, un enseignant de carrière. Je crois que sa mort est une perte immense pour le pays. Il a une relation biunivoque avec chacun, c'est-à-dire relation unique avec toutes les personnes qu'il rencontre et c'est réciproque. Moi, je suis de loin son cadet, il m'appelle Tonton. Jérôme Carlos, c'est quelqu'un vraiment qui aime voir les autres grandir et c'est un bon exemple de leadership. Il a été mentor pour beaucoup d'entre nous, un coach, et il va beaucoup nous manquer. Quand on parle d'humilité, vous n'avez pas besoin de passer des heures avec Jérôme Carlos pour savoir que c'est un homme humble. Il avait horreur du retard. Même une seule minute de retard le mettait en boule. Quand vous avez rendez-vous avec lui, vous ne pouvez pas vous permettre de venir en retard. C'était impossible. Sinon, il ne vous recevait pas bien. C'était d'abord un cours sur la ponctualité avant que ne commencent vos échanges. Après ça, c'est la franchise. Il n'avait pas de langue de bois. Quand vous déconnez, vous le dites en France, tu as déconné, tu aurais pu faire ci, désormais faire ci, faire ça. C'est ces deux qualités essentielles que je reconnais de lui. Au-delà de ça, il y a également la générosité. Toujours disponible, spontané, à venir en aide aux autres. Pour moi, il faut le lire tout simplement. Si nous avons quelque chose de merveilleux, de magnifique à faire pour perpétuer la mémoire de ce grand homme-là des médias, c'est de lire ses œuvres, c'est de lire ce qu'il a produit parce qu'il a beaucoup produit et il a surtout produit des œuvres de qualité exceptionnelle. L'histoire retiendra un parcours des plus élogieux pour Jérôme Carlos. Pour rappel, il a rendu l'âme le 15 janvier 2024 à l'âge de 80 ans. Ce jeudi, il est conduit dans sa dernière demeure pour le repos éternel. Ainsi se referme ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Bonsoir chez vous.